Bonjour tout le monde. Magali Girard, je suis la directrice générale du centre du CIX, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Puis il me fait plaisir aujourd'hui de vous inviter ou de vous présenter ce midi webinaire qui nous vient de l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec. Aujourd'hui, deux enquêtes vont vous être présentées, des enquêtes qui sont disponibles dans les cas de risque pour analyse. L'enquête sur le développement des enfants à la maternelle et l'enquête sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle, les deux de 2022. Et j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Groslot et Marie-Ève Tremblay. Amélie est sociologue de formation et à l'emploi de l'ISQ depuis 2018. Elle travaille à la direction des enquêtes et des indicateurs sociaux et est principalement chargée de projets sur des enquêtes liées à la petite enfance et à la famille. Et Marie-Ève est statisticienne de formation et travaille à la direction de la méthodologie depuis 2001 et est coordonnatrice des enquêtes auprès des individus et des ménages. Alors, le format de nos midi-webinaires est toujours le même. Je vais bientôt laisser la parole à nos deux présentatrices et la présentation dure 25-30 minutes environ. Et on va terminer le webinaire avec une période de questions. Donc, je vous invite à utiliser le chat ou la section questions-réponses de Zoom pour y ajouter vos questions pendant la présentation. Puis ça va me faire plaisir après de relayer aux deux présentatrices. Alors, merci à Amélie et Marie-Ève pour cette présentation aujourd'hui. Merci. Donc, c'est ça, je me présente à nouveau Amélie. Donc, c'est moi et ma collègue Marie-Ève qui vont faire la présentation. Je vais tout de suite faire le partage d'écran. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Oui. Personne ne va rien dire, mais merci. C'est gentil d'avoir répondu. Donc, on va tout de suite passer à la... Ah, bon, il faut que ça fonctionne aux deux. OK, parfait. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, c'est assez simple. Je vais rapidement introduire les deux enquêtes, dans quel contexte, en fond, elles ont été produites. On va passer plus de temps sur l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, l'ECDEM, parce que c'est vraiment la grosse enquête là, qui est la plus complexe là, sur le plan méthodologique. Donc, on va regarder les objectifs, les paramètres méthodologiques. On va parler du questionnaire complémentaire, qui est une nouveauté de 2022, des enjeux de comparabilité, puis on va présenter quelques résultats. Et si le temps nous permet, mais j'espère vraiment qu'on va se rendre parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais non, je suis sûre qu'on va se rendre pour vous parler un petit peu de l'enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2022, qui est une enquête satellite de l'ECDEM. Donc, on va essayer d'avoir le temps de tout voir, là, mais en tout cas, au moins pour présenter les objectifs, le cadre conceptuel, les paramètres méthodologiques et, si le temps le permet, quelques résultats. Donc, très rapidement, dans le fond, je ne vous ferai pas un cours là, sur le développement des enfants, mais on sait que, dans le fond, le parcours dans la petite enfance est très important et que c'est quand même associé le niveau qu'un enfant va avoir au niveau de son développement à la maternelle 5 ans est associé à son cheminement scolaire ultérieur puis à sa réussite éducative. Évidemment, tout n'est pas déterminé d'avance. Il y a des facteurs protecteurs, des choses qui peuvent changer, mais c'est quand même une association qui a été démontrée dans la littérature. Donc, pour soutenir le développement des enfants et favoriser l'égalité des chances, il y a eu en 2010 la création de l'initiative concertée d'intervention pour le développement des jeunes enfants, l'ICIDJ de son petit nom, et qui, dans le fond, est comme une coalition ou en tout cas une collaboration entre 5 partenaires, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Famille, la Fondation Lucie et André Chagnon. Auparavant, c'était Avenir d'enfants, mais là, maintenant, c'est la Fondation là, qui fait partie de l'initiative, et l'Institut de la statistique du Québec. C'est un volet dans le fond, ici, j'ai deux volets, un volet enquête et un volet intervention. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment le volet enquête. Donc, c'est les deux enquêtes qui vont faire l'objet de la présentation. La première, l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, elle a pour but de connaître l'état de développement des enfants et d'assurer ainsi une certaine surveillance, là, dans le fond. C'est pour ça qu'on le refait à tous les 5 ans. Et ensuite, l'enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle, c'est notamment d'aider à cerner les facteurs associés à la vulnérabilité dans les domaines de développement. On va y arriver éventuellement.
On va commencer donc avec l'enquête québécoise sur le développement. Donc, les objectifs. Donc, l'objectif principal de l'ECDEM est de dresser un portrait du développement des enfants québécois inscrits à la maternelle pour 5 domaines de développement mesurés par, et là, on l'a mis avec son petit acronyme, là, mais on va en parler dans même pas quelques minutes, l'IMDPE, donc l'instrument de mesure de développement de la petite enfance. Donc, il y a 5 domaines de développement qui sont mesurés: la santé physique et le bien-être, les compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif et langagier et les habiletés de communication et connaissances générales. Chaque domaine comporte des sous-domaines. Là, je ne commencerai pas à toutes les nommer parce qu'on n'a clairement pas assez de temps, mais on va voir qu'il y a possibilité de créer des indicateurs à partir des sous-domaines aussi. Donc, dans les objectifs spécifiques de l'ECDEM, il y a l'idée de faire le portrait, donc comme je l'ai dit, bon, décrire l'état de développement. Ensuite, il y a faire le portrait pour l'ensemble du Québec selon diverses caractéristiques des enfants et de leur milieu. On va le voir dans quelques diapos, là, quelles sont les variables de croisement qui sont disponibles. Il y a aussi l'idée de faire des portraits selon plusieurs découpages territoriaux qui vont des régions socio-sanitaires et administratives jusqu'à une unité qui est beaucoup plus petite, celle des centres locaux de services communautaires, donc des CLSC. Mais vous voyez qu'il y a toutes sortes de découpages possibles pour produire les données. Et il y a aussi une volonté de comparer les proportions puis de suivre l'évolution, dans le fond, à travers les cycles d'enquête, donc voir l'évolution de la proportion d'enfants vulnérables dans le temps. Sur le plan des paramètres méthodologiques, je pense que c'est ici que ma collègue prend le relais. Ah, OK. Je pensais pas que Ou c'était ben, tout je de peux. suite. Euh, Ah je, ouais, OK. je- ben, je peux y aller. Attends, t'es pas prête? Non, je pensais commencer Non, la mais je peux. population visée, mais c'est pas grave. Attends, je vais revenir. OK, ben c'est bon. Regarde, excuse-moi, Maria, je suis allée trop vite. OK. On s'est pas pratiqué avant, donc On on s'excuse. est à distance. Non, mais je peux faire ce bout-là, puis je te le donne à la population. Excuse-moi, Marie-Ève, j'ai pas je vais faire les 2 prochaines, puis je te passe la parole. Parfait. Donc, l'outil de mesure, comme j'ai dit, c'est l'instrument de mesure du développement de la petite enfance, l'IMDPE. Donc, c'est un outil qui a été conçu par Dan Harford et Magdalena Janus du Harford Center for Child Studies de l'Université McMaster. Donc, c'est un instrument qui a été validé, qui a été même validé à plusieurs reprises, qui est utilisé à travers le Canada, mais aussi dans d'autres pays. Puis c'est important de comprendre, ce n'est pas un outil clinique, c'est vraiment un outil plus de santé publique, de surveillance de groupe. Donc, ça, on va y revenir quand on va expliquer l'instrument, la mesure. Mais donc, c'est un outil validé, mais pour ce que c'est supposé de faire. Donc, voilà. Donc, pour mesurer l'état de développement, on pose une centaine de questions sur les 5 domaines de développement aux enseignantes et enseignants de maternelle 5 ans. Donc, c'est un outil, là, la base, la collecte se fait auprès des enseignants de maternelle 5 ans qui doivent répondre pour chacun des enfants de leur classe. Il y a d'autres questions dans le questionnaire. On va le voir là, dans les variables de croisement, mais sur les caractéristiques des enfants, certaines variables sociodémographiques, etc. Il y a aussi un guide pour aider les enseignants et enseignantes à répondre au questionnaire, parce que c'est quand même un questionnaire qui peut être complexe. J'ai quelqu'un qui est dans mon... Ah, voilà, merci. Donc, ça, je vois que je ne peux pas enlever le share, mais on ne voit pas très bien en haut. Donc, dans les exemples, je voulais vous montrer quelque chose d'un petit peu plus concret, à quoi ça ressemble. Donc, ici, c'est un exemple du questionnaire dans la section développement socio-affectif. Donc, c'est des questions très concrètes sur des compétences que les enfants ont acquises ou non, ou en tout cas, qui sont mesurables par le professeur. Donc, par exemple, à votre avis, est-ce que l'enfant est capable de résoudre lui-même les problèmes de tous les jours? Est-ce qu'il est capable de suivre des consignes comprenant une seule étape? Donc, c'est vraiment des aspects très, très concrets qui sont ensuite mesurés et répondus par l'enseignant. Là, c'est toi, Marie-Ève. Ici, c'est moi. Alors, la population visée par l'enquête est constituée de l'ensemble des enfants fréquentant la maternelle 5 ans dans les écoles francophones et anglophones, qu'elles soient privées ou publiques. Il y a quand même quelques petites exclusions qui touchent, somme toute, peu d'enfants. Entre autres, on exclut les enfants qui fréquentent une école dans les commissions scolaires CRI et Cativic, ceux qui fréquentent des établissements relevant du gouvernement fédéral ou encore une école spécialisée, par exemple une école dans les hôpitaux ou dans les centres de réadaptation ou des choses comme ça. On exclut aussi les enfants scolarisés à la maison, ainsi que les élèves en difficulté, handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, qu'on appelle dans le jargon des EHDAA,
qui font partie d'une classe spéciale, c'est-à-dire une classe qui est composée de plus de 50 d'enfants HDAA. Donc, les HDAA en classe régulière, eux, faisaient partie de la population visée par l'ECDEM. Donc, les enseignants ont rempli des questionnaires pour ces enfants-là. Ils sont aussi disponibles dans les fichiers au cas de risque, mais ils sont exclus là, des analyses qui ont été publiées par l'ISQ jusqu'à présent. Donc, les analyses publiées par l'ISQ les excluent à la demande là, des chercheurs qui ont développé l'outil, l'IMDPE. Ça fait partie des recommandations là, de ne pas les inclure. Mais tout ceci correspond quand même, somme toute, là, à environ 3 des enfants, toutes ces exclusions. Donc, c'est quand même une population visée qui est très large. Alors, la collecte des données de l'ECDEM, quelques éléments importants. L'ECDEM est une enquête de type recensement. Et la partie collecte auprès des enseignants, donc la période où les enseignants ont pu remplir les questionnaires, s'est étalée de février à mai 2022. C'est une collecte qui a quand même sollicité beaucoup de gens. Donc, ça a touché les centres de services scolaires et commissions scolaires, 2000 écoles privées publiques, plus de 5300 enseignants et enseignantes, les parents des enfants aussi qui recevaient une lettre d'information et qui avaient la possibilité de refuser que l'enseignant complète pour leur enfant au besoin. Donc, ça a impliqué vraiment beaucoup de gens et beaucoup de communications d'ailleurs, des communications qui, auprès de toutes ces instances-là, se sont étalées entre octobre 2021 et juin 2022. Et qui ont nécessité l'appui de différents partenaires, l'appui du ministère de l'Éducation et de répondants à l'enquête. D'ailleurs, la réponse a été excellente. Je vous présente ici rapidement les taux de réponse selon la région administrative de l'école. Alors, vous pouvez voir que en tout, pour l'ensemble du Québec, on a 87 264 enfants qui étaient admissibles à l'ECDEM. Et parmi ceux-ci, on a eu un questionnaire rempli pour 80 587 enfants, donc ce qui représente un excellent taux de réponse de 92,3 il est très bon dans toutes les régions. Là. Les plus faibles sont de l'ordre de 89 donc, c'est un très bon taux de réponse. Il faut dire que la collecte, l'enquête est obligatoire pour les commissions scolaires, les enseignants, les écoles et les enseignants. Donc, ça aide à avoir des taux de réponse vraiment, vraiment bons et vraiment uniformes d'une région à l'autre, ce qui est important. Donc, voilà. C'est bien important. On fournit dans les fichiers de l'enquête et on a utilisé aussi dans toutes les publications de l'ISQ une pondération. Donc, toutes les statistiques sont et doivent être pondérées pour bien représenter l'ensemble des enfants de maternelle 5 ans visés par l'ECDEM, puisque même si les taux de réponse sont bons, il y a un peu de non-réponse. Donc, c'est important de tenir compte de la pondération pour bien faire des inférences là, à l'ensemble de la population visée. Depuis le début, on a parlé un peu de l'état de développement, mais souvent, ce que vous allez voir dans les indicateurs de l'ECDEM, on va vous parler d'enfants vulnérables ou pas vulnérables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, enfant vulnérable? On disait tout à l'heure que c'était pas une mesure là, diagnostique, c'est une mesure de groupe. Eh bien, c'est ce qu'on comprend ici, c'est que c'est vraiment une mesure relative. Donc, on parle d'enfants qui sont relativement plus vulnérables sur le plan dans le développement que les enfants d'un même groupe. Donc, ce sont des enfants qui sont plus susceptibles que les autres d'éprouver des difficultés d'ordre scolaire, moteur, émotionnel ou social. Je vous présente comment c'est calculé tout ça. Alors, pour chacun des domaines de développement, on a la série de questions qui étaient adressées à l'enseignant. On peut en dériver un score pour chaque enfant. Et si on ordonne tous ces scores-là en liste, eh bien, les enfants qui se retrouvent dans le premier décile sont les enfants considérés comme vulnérables. Ça a été fait avec la population de référence, c'est-à-dire la population des enfants de l'ECDEM en 2012, la première fois que l'ECDEM a été réalisé au Québec. On a donc, à ce moment-là, défini le seuil, donc le 10e centile, qui permettait de statuer à partir de où un enfant était considéré comme vulnérables ou non vulnérables. Donc, c'est toujours des enfants relativement plus vulnérables que les autres. Et on a gardé ce seuil-là, défini en 2012, pour les années subséquentes de l'enquête. Je repasse la parole à Amélie. Oui. Donc voilà, donc ça nous permet d'obtenir des indicateurs de vulnérabilité. Donc, on a un indicateur de vulnérabilité par domaine pour
je ne renommerai pas les 5 domaines, là, vous les avez, on vous les a nommés il n'y a pas très longtemps. On produit aussi 2 indicateurs composites de vulnérabilité. Les enfants vulnérables dans au moins un domaine et les enfants vulnérables dans au moins 2 domaines de développement. Donc ici, ce sont les enfants dont le score est égal ou inférieur au seuil de vulnérabilité dans au moins un ou au moins 2 domaines de vulnérabilité. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il existe aussi d'autres mesures du développement qui vont être disponibles dans le fichier du cas de risque. On a aussi une mesure qui s'appelle enfants dits à risque. Et donc, ça, c'est pour les enfants dont le score pour un domaine se situe entre le 10e et le 25e centile du score de la population de référence, c'est-à-dire l'ensemble des enfants visés par la première édition de l'ECDEM, réalisée en 2012. Juste voir, c'est ça. OK. Puis bon, c'est ça. Fait que ça, vous allez l'avoir aussi dans le fichier du cas de risque. Il y a aussi des indicateurs par sous-domaine de compétences. Donc, ça, c'est si le score pour un sous-domaine est inférieur au seuil établi par les auteurs de l'IMDPE. À noter que ce n'est pas un seuil clinique, donc il ne faut pas interpréter ces données comme si les compétences, comme si l'enfant est inférieur au seuil établi, ce n'est pas parce que nécessairement il ne maîtrise pas les compétences qui doivent être maîtrisées par un enfant de maternelle 5 ans. Là. Donc, il faut toujours relativiser ces données-là. Puis dans les fichiers aussi, vous allez avoir le score en continu qui peut aussi être utilisé dans les analyses là, si vous souhaitez. Donc, dans le fichier, on a aussi des variables de croisement, comme on l'a précisé tout à l'heure. Donc, on a des caractéristiques socio-démographiques de l'enfant, l'âge, le sexe, le lieu de naissance, les langues maternelles ou la langue maternelle. On a 2 indicateurs de milieu socio-économique. On a l'indice de défavorisation matérielle et sociale de Pamplon. En tout cas, bref, l'IDMS, et l'indice de milieu socio-économique des écoles. On a la participation d'enfants à l'un des programmes préscolaires publics à l'âge de 4 ans. Ça, c'est une donnée administrative, donc tirée des fichiers du ministère de l'Éducation. On a si, selon l'enseignante, l'enfant a reçu des services de ressources professionnelles à l'école. Et dans les autres caractéristiques possibles pour les croisements, on a aussi des caractéristiques liées à l'école ou à la classe, comme la langue d'enseignement de l'école, la langue d'enseignement de l'école et la seconde langue de l'enfant, le type de classe, est-ce que c'est une classe d'immersion, une classe d'accueil? Si l'enfant a des habiletés ou des talents particuliers, ça fait partie des questions qui sont posées. Donc, est-ce que l'enfant a un talent particulier, par exemple, en art ou en calcul mental ou ce genre de choses? Si l'enfant a fréquenté un service de garde avant l'entrée à la maternelle, à savoir que cette variable-là, par exemple, est répondue par l'enseignant. Donc, ça reste selon la connaissance de l'enseignant. Le redoublement de la maternelle 5 ans, les préoccupations particulières de l'enseignant par rapport à l'enfant. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes particuliers, un besoin de soutien, des besoins spéciaux, ce qui fait l'objet d'évaluation? Et la relation avec les parents, donc notamment, est-ce que les parents ont participé à des rencontres de parents, les communications avec eux, etc. Une nouveauté, en fait, en 2022 par rapport aux éditions 2017 et 2012, c'est qu'on a ajouté un questionnaire complémentaire à l'enseignant qui visait à aller chercher, éventuellement pouvoir faire des liens entre le développement des enfants et certaines caractéristiques du personnel enseignant de la classe et de l'école. En fait, c'est pour avoir vraiment un complément d'informations sur qu'est-ce qui se passe à l'école, dans quel contexte l'enfant évolue. Donc, c'est des questions sur l'expérience du personnel enseignant, leur qualification, quel genre d'approche pédagogique ils utilisent en classe, le comportement général du groupe classe. Est-ce qu'ils ont accès à l'école à des ressources spécialisées, la collaboration au sein de l'école, la satisfaction des enseignants et des enseignantes, et aussi, on en a profité parce que c'était la colloque a eu lieu en 2021-2022, donc on a aussi posé des questions sur la fameuse pandémie de COVID-19. Donc, il faut quand même noter que c'est pour le questionnaire enseignant, ce n'est pas tous les enseignants qui ont répondu. Donc, pour ces données-là, c'est vraiment à portée provinciale uniquement. C'est aussi, on n'a pas fait de pré-test, donc c'était vraiment dans une volonté exploratoire qu'on a fait ce supplément d'enquête. Et c'est très important aussi, ce n'est pas un portrait des enseignants, c'est vraiment la population visée reste les enfants de maternelle 5 ans. Donc, les données portent sur, même si c'est les enseignants, dans le fond, puis ça rapporte aux enseignants, mais dans le fond, c'est les enseignants des enfants de maternelle 5 ans. Là. Donc, c'est toujours la population, c'est toujours les enfants de maternelle 5 ans. Donc, c'est environ le tiers des enseignants qui ont été sélectionnés de manière aléatoire dans chaque région là, pour remplir le questionnaire. On a eu quand même un très beau taux de réponse parce que ce n'était pas obligatoire pour cette partie, donc 78 %.
Et comme je disais, bon, certaines limites, donc c'est effectivement qu'on ne peut pas dresser de portrait des enseignants et aussi qu'on ne peut pas établir de lien de causalité avec les caractéristiques, entre les caractéristiques étudiées et la vulnérabilité, par exemple. Et donc, les données sont disponibles uniquement au cas de risque et le fichier ne comporte aucune variable géographique pour ce volet. Donc, on va passer aux enjeux de comparabilité. Je passe la parole à ma collègue, Marie-Ève. Comme l'ECDEM a vraiment pour objectif de suivre l'évolution du développement des enfants dans le temps, la comparabilité est très importante. Alors, toute la méthodologie de l'enquête est axée sur ça pour rendre les éditions le plus comparables possible. Donc, dans tous les cas, là, c'est une enquête par recensement. Le mode de collecte n'a pas changé. La période de collecte est assez similaire à chaque édition. Ce sont les mêmes items qui permettent de calculer la variabilité. Et autant en 2017 qu'en 2022, là, le caractère obligatoire dont on a parlé tout à l'heure a vraiment favorisé des excellents taux de réponse dans les deux cas, maximisant les possibilités là, de comparaison et limitant là, les problèmes de comparabilité potentiels. Il y a quand même quelques petites nuances à apporter. Comme je disais, ça va très bien entre 2017 et 2022 en ce qui a trait au taux de réponse. Euh, Toutefois, il y a quand même un petit bémol que je dois faire avec l'édition de 2012 pour laquelle l'enquête n'était pas obligatoire à l'époque. Et donc, on a eu des taux de réponse un peu plus faibles, surtout dans certaines régions où le taux s'est avéré quand même beaucoup plus faible. Donc là, quand on fait des comparaisons avec l'année 2012, il faut être un peu plus prudent, surtout pour des petits découpages géographiques là, où on pourrait ne pas avoir bien pu limiter les risques de biais avec la pondération. Donc, une petite prudence est de mise avec les comparaisons de 2012, puis peut-être bien mettre les données en contexte avec d'autres informations et tout ça pour appuyer là, les tendances qu'on peut voir dans les données. Donc, c'est un petit bémol pour ça, mais entre 2017 et 2022, tout va bien. Petit bémol sur lequel je vais passer très vite aussi. Il y a eu en 2021 un changement. Il y a deux municipalités régionales de comté, MRC, qui ont changé de région administrative. Ce qui fait que pour faire des comparaisons dans le temps, 2012, 2017, 2022, on ne peut pas utiliser les régions administratives de l'Estrie et de la Montérégie. Elles ont trop changé entre 2017 et 2022. Par contre, les nouvelles régions administratives ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup aux régions socio-sanitaires de l'Estrie et de la Montérégie. Donc, si on veut un portrait dans le temps de la nouvelle région administrative de 2022, eh bien, ce qu'on suggère de faire et ce que nous avons fait à l'ISQ et ce qui serait la bonne façon de procéder, ça serait d'utiliser la région socio-sanitaire pour comparer dans le temps. Elle n'a pas changé dans les trois éditions et elle reflète très bien la nouvelle région administrative. Donc, c'est une petite technicalité régionale, mais qui est quand même important si vous vous intéressez à l'analyse de ces deux régions. Très rapidement, ben, l'ECDEM n'est pas fait pour être comparé avec les résultats de d'autres enquêtes qui utilisent IMDPE. Il y aurait beaucoup de considérations méthodologiques là, à évaluer avant de pouvoir faire une comparaison. Et surtout, ben, on vous a montré que le seuil pour déterminer si un enfant est vulnérable ou pas était construit à partir des données du Québec de 2012. Donc, les autres enquêtes n'auront pas le même seuil. Donc, ça limite vraiment là, les possibilités de comparaison avec d'autres enquêtes. Donc, ce n'est pas recommandé de faire ce genre de choses. Alors, on est rendu au résultat de l'ECDEM. Là, je me dis, il reste, on est déjà presque à 30 minutes. Donc, si vous le voulez bien, en fait, je pense que je vais passer les résultats. On pourrait revenir si vous avez des questions, puis je vais aller directement à l'ECPEM si on va avoir le temps de vous donner quelques informations. Là. J'avais des beaux petits graphiques. En gros, ça a un petit peu augmenté. Ça va faire des tendances très générales. Ça a un petit peu augmenté à chaque année, entre chaque édition, là, la vulnérabilité dans au moins un domaine de développement. Donc, les tendances sont un petit peu légèrement à la hausse, là, surtout entre 2012 et 2022. Là, ça, c'est assez marqué. 2017 puis 2022, c'est un peu, ça dépend des indicateurs. Donc, voilà, c'était mon résumé des résultats de l'ECDEM 2022 très, très rapidement. Donc, je vais passer très rapidement sur les objectifs de l'ECDEM, une petite mise en contexte quand même, l'ECPEM, je veux dire. Donc, l'ECPEM, c'est l'enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle. Donc, c'est une enquête satellite de l'ECDEM, alors que l'ECDEM est une enquête de recensement. L'ECPEM, dans le fond, c'est un échantillon, donc c'est rempli par les parents d'enfants pour lesquels un questionnaire a été rempli dans le cadre de l'ECDEM et qui ont été sélectionnés pour l'ECPEM.
Donc, voilà, donc ce ne sont pas tous les enfants là, pour lesquels un questionnaire va être rempli. Ça a deux objectifs. L'ECPEM, dans le fond, c'est dresser un portrait des enfants de maternelle 5 ans qui est représentatif à l'échelle provinciale et régionale. Donc, on veut un portrait des caractéristiques des enfants, de leurs parents, de leur famille, de leur environnement, et aussi un portrait du parcours préscolaire des enfants. Parce que comme vous avez vu dans l'ECDEM, c'est assez limité ce qu'on a comme information complémentaire. Donc, dans le fond, l'idée, c'est d'aller chercher un portrait plus large et de fournir des informations complémentaires aussi sur les facteurs associés à la vulnérabilité relative des enfants de maternelle 5 ans, mais cette fois à l'échelle provinciale uniquement. Donc, dans ce cas-ci, on utilise, dans le fond, les indicateurs de vulnérabilité de l'ECDEM, puis on fait des liens avec les facteurs mesurés dans l'ECPEM qui se rapportent aux enfants, à leur environnement et à leur parcours préscolaire. C'est une enquête qui est inspirée du modèle écologique de développement de Bronfenbrenner, mais là, je ne vais pas trop, dans le fond, ça va, c'est l'idée des cercles, donc on part du plus proche de l'enfant, puis on s'intéresse aux facteurs les plus proximaux, puis après ça, tranquillement, on monte en généralité. C'est sûr que dans le cas d'une enquête populationnelle, on n'a pas pu examiner tous les facteurs, puis donc ce qui est comme très macro, évidemment, on n'y a pas accès, et aussi tout ce qui est, c'est une enquête quand même transversale, donc on ne fait pas on ne peut pas voir l'évolution du développement dans le temps. Dans les thèmes abordés dans le questionnaire de l'ECPEM, on a les caractéristiques des enfants et des parents, comme par exemple, est-ce que l'enfant a un trouble de développement ou un problème de santé qui a été détecté par un professionnel de la santé? C'est quoi le niveau de diplomation le plus élevé des parents? Dans quel type de famille l'enfant habite? C'est quoi le niveau de revenu du ménage? On s'est aussi intéressé aux habitudes de vie de l'enfant. Donc, par exemple, combien de temps il passe devant les écrans par jour, c'est quoi son niveau d'activité physique de loisir, c'est quoi son temps de sommeil. Aux pratiques parentales et à la littératie précoce, notamment l'âge à laquelle un adulte a commencé à faire la lecture à l'enfant, à quelle fréquence l'enfant lisait ou feuilletait des livres, regardait des livres là, avant d'entrer à la maternelle 5 ans. À l'environnement social et résidentiel, notamment le niveau de disponibilité de l'entourage en cas de besoin, la salubrité du logement, le nombre de déménagements, mais aussi comment je peux dire ça, les services, les lieux publics accessibles aussi, proches du milieu de résidence, ou la possibilité de fréquenter une bibliothèque ou des parcs, des endroits comme ça. Une grosse section sur la fréquentation des services de garde. Donc, est-ce que l'enfant a fréquenté un service de garde avant d'entrer à la maternelle, 5 ans? Et si oui, à quel âge il a commencé, le nombre de milieux fréquentés, le type de service de garde, la durée de la garde. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indicateurs là, sur le parcours en service de garde. On documente jusqu'à 5 milieux de garde fréquentés avant l'entrée à la maternelle 5 ans. Et finalement, quelques questions sur la COVID-19, donc le nombre de quarantaines vécues par la famille, le télétravail, la perte d'emploi des parents et le niveau de difficulté financière du ménage. Ça, c'était pour ma collègue Marie-Ève, aspect méthodologique. Je vais faire ça assez rapidement. La population visée, c'est la même que celle de l'ECDEM, donc je ne reviendrai pas, je vous l'ai présenté tout à l'heure. On a utilisé comme base de sondage pour sélectionner l'échantillon les fichiers administratifs du ministère de l'Éducation du Québec. Donc, on avait la liste là, des enfants inscrits en maternelle en 2021-22. Donc, on a pu sélectionner un échantillon avant même le début de la collecte de l'ECDEM. On a sélectionné l'échantillon de l'ECPEM. Et après ça, au fur et à mesure que les enseignants complétaient les questionnaires, on pouvait solliciter les parents pour remplir le questionnaire de l'ECPEM. On a donc sélectionné un échantillon de 25 149 enfants pour cette enquête-là. Je note aussi, là, ici, vous le voyez, il y a une autre enquête là, qui portait sur l'évaluation de la maternelle 4 ans à temps plein, dont le client est le ministère de l'Éducation, qui était jumelé à l'ECPEM. Finalement, là, les échantillons étaient combinés tous les deux ensemble. La collecte a été réalisée du 11 avril au 22 août 2022. C'était une collecte multimode, donc les parents pouvaient remplir le questionnaire soit en web ou en mode téléphonique. Les taux de réponse obtenus sont présentés ici. On a eu les parents de 14 895 enfants qui ont complété un questionnaire. Il y en a quand même quelques-uns qui étaient des HDAA en classe ordinaire. Comme je vous disais tout à l'heure, ceux-là, on a récolté leurs informations, mais ils ont été exclus des analyses présentées par l'ISQ. Donc, les enfants qui faisaient partie de nos analyses sont 14 441 enfants de maternelle. Parmi les questionnaires qui avaient été remplis à l'ECPEM, là, les parents qui ont complété, on a 64
9% des parents qui ont rempli le questionnaire ECPEM. Toutefois, le vrai taux de réponse de cette enquête-là doit donc tenir compte de la non-réponse à l'ECDEM également, puisque si un questionnaire n'était pas rempli à l'ECDEM, ben, automatiquement, c'était une non-réponse à l'ECPEM. Alors, le taux de réponse là, qui combine la non-réponse aux deux enquêtes, ce qui est le vrai taux de réponse de l'ECPEM, est de 60,2%. Et vous le voyez ici, là, régionalement, se distribue quand même assez bien là, dans toutes les régions, même s'il y en a quelques-unes qui ont un taux un petit peu plus faible. Je vais conclure un peu cette partie-là. Comme l'ECPEM, en fait, il y a eu il y a une édition de moins là, pour l'ECPEM. L'ECPEM, dans le fond, la première édition était en 2017, on a reconduit en 2022. Par contre, il n'y avait pas cet objectif de comparabilité dans le temps comme c'était le cas pour l'ECDEM. Donc, le questionnaire de 2022 a été presque complètement remanié. Donc, il n'y a pas de possibilité de comparaison entre les deux éditions. C'est vraiment important de le comprendre parce que même si on a réussi à reproduire des indicateurs qui sont similaires, ben, premièrement, il y a des nouvelles questions. Bon, ça, c'est pas comparable parce qu'on n'a pas la donnée en 2017. Mais sinon, même les données qui sont, qu'on pourrait estimer un peu similaires entre les deux éditions, en fait, souvent, les mesures ont été changées. Je prends l'exemple du parcours préscolaire. On a réussi à refaire à peu près les mêmes indicateurs, mais la mesure a été faite différemment dans les deux questionnaires. Donc, pour ces raisons, on ne peut pas comparer les données là, entre les deux éditions. Donc, c'est vraiment important d'en tenir compte si vous travaillez les données des deux éditions. Là. Donc, voilà. Je vais conclure en fait là-dessus. Là, je ne vais pas présenter, là, j'avais prévu présenter des modèles multivariés. Je vais juste vous expliquer ce qu'on a publié dans les deux rapports puis passer à la conclusion. Puis si jamais il y a des questions, on pourra, on pourra vous donner quelques éléments de résultats. Donc, pour l'enquête, dans le fond, tout comme pour l'ECDEM, par ailleurs, hein, il y a eu un rapport statistique qui a été produit pour l'ECDEM. Donc, je ne vous ai pas montré de capture d'écran, mais vous pouvez aller consulter le site de l'ISQ, il est disponible en ligne. Et la même chose pour l'ECPEM ici. Pour l'ECPEM, on a deux rapports, dans le fond, qui ont été produits. Un premier rapport, dans le fond, qui répond au premier objectif, c'est-à-dire qui fait un portrait des enfants de maternelle, de leurs caractéristiques et de leur environnement, de leur parcours préscolaire pour le Québec et pour les régions. On fait aussi des croisements avec des variables sociodémographiques, donc c'est quand même intéressant. Là, on a un beau portrait de ces enfants-là. Et puis, le deuxième volume, dans le fond, le tome 2, répond au deuxième objectif, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui demeurent associés aux différents indicateurs de vulnérabilité lorsqu'on tient compte de facteurs confondants, notamment des facteurs sociodémographiques. Donc, on a fait un modèle multivarié. Là, j'avais prévu vous le présenter, mais je vois le temps qui passe, puis je pense que ça va être, ça va être un petit peu trop costaud. Là. Je pense que ça veut conclure dans les temps. On pourra y revenir là, si jamais il y a des questions, mais sinon, tous les résultats sont disponibles dans les deux rapports. Donc, je vais passer à la conclusion, si vous le voulez bien. Donc, les retombées de l'ECDEM et de l'ECPEM, en fait, en conclusion, je voulais revenir là-dessus parce que quand même, ce sont des enquêtes qui sont produites dans le but quand même de servir au deuxième volet de l'ICIDJ, qui est le volet intervention. Donc, nous, on est le volet enquête et il y a aussi le volet intervention. Donc, les données sont utilisées pour élaborer des interventions. Donc, en combinaison avec d'autres sources de données, c'est des résultats qui sont mobilisés par les comités intersectoriels, notamment entre l'éducation, la famille, la santé, les services de garde, dans les régions pour mettre en branle des actions ou des programmes. On a, par exemple, un outil de référence en ligne sur les tout-petits des Laurentides qui a été créé. Il y a aussi l'initiative Laval Unie pour ces familles. Donc, on voit que dans les différentes régions, ces résultats-là sont mobilisés puis sont utilisés. Sont aussi les résultats utilisés pour approfondir les connaissances, puis là, plus par des chercheurs, donc dans des projets de recherche, d'analyse secondaire. Donc, par exemple, il y a le projet Résidence de l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants qui utilise les données de l'ECDEM en lien avec, puis font des liens aussi avec, ils ont fait un autre volet recherche. Marie-Ève, tu pourras peut-être donner plus de, de détails si jamais les gens ont des questions. Là, moi, je connais moins bien. Mais en tout cas, ils ont poursuivi, en fait, avec les enfants qui avaient fait l'ECDEM en 2017. Ils ont fait un échantillon, là, puis sont allés les observer après la pandémie de COVID-19. Dans le projet des communautés pour le développement des enfants et la santé, le projet CODE aussi, qui est très intéressant, qui se passe plus dans la région de Québec, où est-ce qu'on essaie de faire des liens aussi, puis de mieux comprendre qu'est-ce qui favorise ou non
que les enfants se situent plus en vulnérabilité ou pas. Et même à l'ISQ, des fois, on a des partenaires qui vont nous demander d'aller approfondir certaines questions là, pour des sous-populations, pour essayer de comprendre pourquoi certains groupes d'enfants sont plus vulnérables que d'autres. Puis, les données sont aussi mobilisées, notamment par l'Observatoire des tout-petits là, à titre informatif pour procéder des portraits. Donc, c'est des données qui sont quand même très mobilisées et qu'on vous invite à découvrir puis à utiliser aussi à votre tour parce que c'est pour ça qu'on les produit. Donc, voilà. Et en terminant, ben, voici les références. Là. Tout est disponible sur le site web. Donc, si vous avez des questions, ben, là, vous pouvez nous les poser. Mais sinon, vous pouvez aller aussi sur le site. Il y a beaucoup d'informations là, sur les deux enquêtes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On a peut-être une dizaine de minutes pour des questions. Je vois qu'il y a une main levée, puis il y a aussi déjà deux questions dans la section questions-réponses. On va commencer par les deux questions, puis après ça, je vais laisser la parole à Rachid pour poser sa question si vous le voulez bien. Deux questions d'abord. Dans le questionnaire de l'ECDEM 2022, l'enseignant ou l'enseignante peut indiquer la ou les langues maternelles tierces de l'enfant. Est-il possible d'examiner les enfants par langue maternelle tierce, par exemple espagnol, créole, haïtien, italien, etc.? Oh, c'est une bonne question. En tout cas, je suis pas mal sûre que ça serait à valider. Je pense pas que dans les données du cadrisme que ce soit disponible. Parce Ouais, qu'il y a un j'en doute recodage aussi. qui est fait. Puis je pense que ce genre de données-là, on a des enjeux ben, Marie-Ève, tu pourras confirmer, mais il y a des enjeux de confidentialité, tout ça. Donc, faudrait valider, mais je pense que c'est plus une variable recodée là, qui est disponible dans les fichiers. D'après moi aussi, je pense pas qu'on a tout le détail dans le fichier. Il y a juste une question liée aussi à ça, puis après ça, je vais laisser la parole à Rachid. Quelle est la proportion d'enseignants, enseignantes ayant indiqué une langue maternelle tierce non spécifiée pour un enfant dans l'ECDEM 2022? Ça, c'est une bonne question. Puis j'ai absolument pas la réponse à ça. Est-ce que ce serait dans les rapports que vous avez indiqués? Non, on va pas dans ce niveau de Je pense détail-là dans pas. l'analyse. Non, parce que dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un indicateur pour la langue maternelle. Dans le fond, c'est un indicateur à 4 catégories. Là, je suis passée vite tout à l'heure, là, mais dans le fond, on fait des regroupements ben, justement pour des raisons de confidentialité, puis aussi pour l'analyse, parce que s'il y a trop de catégories, ça devient vraiment Fait que difficile les là, chiffres sont probablement trop petits pour permettre de publier ces résultats-là, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Puis comme en plus, c'est une enquête où est-ce qu'on peut faire des très petits découpages régionaux, il y a des Voilà. enjeux de confidentialité qui vont arriver très rapidement là, si on a un décroc fin au niveau de la langue. C'est ce qui me fait dire que ça ne doit pas être disponible. Donc, OK. Parfait. Je vais laisser la parole. Je pense que la main, elle a été baissée. Rachid, je le vois. Oui, Rachid, vous pouvez prendre la parole si vous voulez poser directement votre question. Puis après ça, j'aurai Eh une bon- autre question. bonjour, merci pour la présentation, elle est tellement riche en informations. Mais c'est ma question, est-ce que les centres communautaires ont été impliqués dans cette enquête? Parce que là, on voit que dans les milieux où il y a pauvreté, tout ça, c'est des milieux qui sont vulnérables. Est-ce que dans cette enquête, les centres communautaires ont été rapprochés pour voir aussi, est-ce que tu sais, les informations qu'ils détiennent, est-ce qu'ils étaient impliqués dans cette enquête? non, en fait, c'est vraiment une enquête qui vise les enseignants, puis après ça, les parents. Ceci dit, par contre, au niveau des interventions, là, ça, je ne pourrais pas vous dire parce que des fois, ils vont mobiliser plusieurs acteurs dans les milieux. Tu sais, par exemple, dans certaines régions, ils peuvent faire à partir des données qui sont produites, ils vont aller mobiliser des acteurs. Puis là, à ce moment-là, je ne sais pas, tu sais, ça pourrait que les acteurs du communautaire soient mobilisés, mais ça, c'est un bout que je ne maîtrise pas, là. Mais au niveau de l'enquête, non, on n'est pas allé chercher l'information là, dans les organismes communautaires. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Parfait. Deux autres questions dans la section questions-réponses. Y a-t-il eu une baisse de pourcentage d'enfants placés dans une classe spéciale? Si oui, est-ce que c'est possible qu'une partie de la hausse du pourcentage des enfants présentant un profil de vulnérabilité soit en lien avec l'augmentation de l'intégration des enfants présentant des difficultés?
En fait, on a fait certaines analyses pour vérifier. On se demandait est-ce que c'est, par exemple, la proportion de HDAA en classe spéciale aurait pu changer au fil des éditions et parce qu'on en a un peu plus en 2022 qu'en 2017, ça pourrait causer une différence dans nos résultats. On a fait des analyses et ben, pour conclure que les tendances en général là, qu'on dévoile là, tiennent la route, là, même si on observe des changements dans le temps, là, il y a quand même, en général, là, ça ne change pas les conclusions globales de notre enquête. Il y a quand même quelques informations là, là-dessus dans le rapport méthodologique. Si vous voulez lire, on parle un peu de ces analyses supplémentaires-là qui ont été faites, mais qui somme toute, là, ne remettent pas en question les résultats de l'enquête. Ok, merci. Et j'ai une autre, on a le temps- oui, une autre question. Quel est le rationnel, pardon, quel est le rationnel de ne pas inclure les enfants EHDA dans l'ECPEM? Pour l'ECDEM, on comprend que l'IMDPE n'aurait pas été développé pour ces enfants. Ben, je pense qu'il y a une question Ben, de concordance entre les résultats qu'on publie aussi là, entre ouais, c'est les ça. deux. Là. Parce que, évidemment, les proportions d'enfants vulnérables publiées dans l'ECDEM, on espère publier la même chose dans l'ECPEM. Là. On espère que nos résultats, c'est beaucoup plus facile là, de présenter des résultats tous de la même façon, vu que l'ECPEM a quand même pour objectif d'utiliser, de croiser les informations obtenues par les parents avec les indicateurs de vulnérabilité. Donc, ce sont les indicateurs de vulnérabilité de l'ECDEM. Donc, il y a vraiment un intérêt là, à harmoniser les populations là, sur lesquelles on porte nos analyses. Là. Je sais pas, Amélie, si tu veux compléter. Là. Tout à fait. Moi, c'est ce que j'aurais dit. Mais tu Mm. le dis avec beaucoup plus de panache que moi. Merci. Véronica, je vais vous laisser prendre la parole si vous voulez poser directement votre question. Oui, merci, bonjour. Si j'ai bien compris, même les enfants donc, des classes d'accueil ont été questionnés par les enseignants. OK. Euh, Du coup, ouais. Ben, non? oui, ben, juste une petite nuance, c'est que c'est pas c'est vraiment les enseignants qui remplissent un questionnaire. Hein. Les enfants ne sont pas. Oui, ça j'avais bien OK, compris. Mais ils ont parfait. questionné, enfin, ils ont évalué, entre guillemets, les Oui, enfants. OK. absolument. Alors, du coup, ma question, c'est comment justement parce qu'on le sait qu'il y a une forte immigration hein, au Québec, puis c'est des enfants donc, qui ont un bagage culturel qui est différent, donc avec des références qui sont différentes. Donc, si je comprends bien, la mesure utilisée, c'est vraiment par rapport à un enfant, j'ai envie de dire, un peu bah, québécois, qui a vécu au Québec avec des références ici au Québec, mais des enfants justement qui viennent d'autres pays, qui n'ont pas forcément les mêmes références ou en tout cas les mêmes expériences de vie, etc. Comment tout ça s'est pris en compte? Parce que finalement, ces enfants-là, il va y avoir une différence par rapport aux autres enfants qui ont des références d'ici. Je ne sais pas si vous me comprenez dans ma question. Oui, ben là, Marie-Ève, moi, j'ai pas creusé énormément, mais j'ai travaillé sur les enfants d'expression anglaise, là, en tout cas sur les analyses un petit peu plus poussées là, sur les enfants d'expression anglaise là, vulnérables. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait un peu cet enjeu-là aussi parce que ça mélange les enfants d'expression anglaise qui sont seulement anglophones ou avec d'autres langues. Là. Donc, il y a aussi les enjeux d'immigration et tout ça. Je pense que quand même, l'instrument a été validé auprès de différentes populations, puis il avait l'air de dire que c'était quand même si c'était des enfants dont c'était pas la langue maternelle ou qui étaient issus de l'immigration, l'instrument est assez objectif dans la mesure de ce qui est mesuré pour que ça puisse correspondre, même si c'est pas quelqu'un qui est né ici et qui a les mêmes référents culturels. Donc après, ben, c'est ça, il OK. faudrait peut-être, si ça vous intéresse, il faudrait aller voir peut-être dans la littérature ce qui a été écrit sur l'instrument puis sur les tests qui ont été faits là, par rapport à ça. Mais il me semble, Marie-Ève, si tu veux compléter, mais il me semble, moi, j'avais vérifié, puis c'était quand même validé pour toutes sortes de sous-populations d'enfants. Là. Parce Oui, que en effet. oui, j'ai eu un aperçu de quelques questions, puis il y en avait une qui m'avait un peu surpris, c'était l'enfant est capable de savoir que les feuilles d'un arbre tombent en automne. Mais c'est pas dans tous les pays qu'il y a des feuilles qui tombent l'automne. Donc voilà, je me demandais si forcément les références qui sont un peu plus d'ici, c'est pas forcément les mêmes pour tous les enfants. Fait que parce qu'il n'a pas eu cette expérience-là, du coup, on va le considérer vulnérable alors que c'est juste qu'il n'a pas eu
les mêmes références de vie. En même temps, il y a quand même énormément d'items dans le questionnaire. Donc, oui, je vous l'accorde, il y en a peut-être quelques-uns comme ça qui sont plus difficiles pour certaines catégories, mais c'est quand même des scores moyens sur un très grand nombre d'items dont la majorité peuvent quand même bien s'adapter là, à un enfant de 5 ans, peu importe qu'il soit né au Québec ou pas. Donc, il faut quand même pas oublier ça. C'est un questionnaire qui est quand même assez costaud. Là, donc, ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects du développement de l'enfant. Là. Fait que ça OK. aide un peu à mitiger quand même cet effet-là. OK. Puis que ce questionnaire, enfin les questions, est-ce qu'elles sont accessibles? D'avoir Oui, sur le Oui, site Internet de Oui. l'ISQ, dans le fond, vous pouvez aller sur le site le lien est à la fin de la présentation, mais sinon, vous tapez ECDEM ISQ, puis vous allez pouvoir tomber sur le questionnaire. Vous allez avoir tous les items, là, voir comment ça a été mesuré. d'accord. Merci. J'avais une dernière question, c'est concernant l'autre enquête. Oui, Vous avez dit que ça avait été fait auprès des parents. oui. Là, est-ce qu'il y a eu plusieurs langues qui ont été utilisées, adaptées pour différentes langues, ou est-ce que c'est essentiellement français-anglais? Français-anglais aussi. Ok, donc tous les parents issus de l'immigration avec une langue différente de l'anglais et de français n'ont pas pu être questionnés. Ça représente quand Ben, même pas un fort taux de personnes là, qui nous disent qu'ils ne remplissent pas pour un problème de langue. Oui, ça peut arriver, mais c'est somme toute quand même pas une si forte proportion, là, pas une si forte proportion. Parce qu'à la limite, ils peuvent même faire le questionnaire au téléphone avec un intervieweur, donc doucement. Puis on arrive quand même à avoir des gens qui sont pas complètement à l'aise en français ou en anglais, là, mais c'est le cas de toutes les enquêtes de l'ISQ en réalité. Là. Habituellement, on travaille seulement en français et en anglais dans nos enquêtes à la population générale. D'accord, merci. 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 Ben, je pense que c'est ce qui conclut. On a eu plusieurs questions, puis ça fait plaisir à voir. Donc, on voit que ça suscite un grand intérêt. Je vais juste, ma dernière petite question. Est-ce que ce serait possible d'avoir une copie de votre présentation, étant donné comme ça, les gens vont pouvoir voir la section résultats plus en détail, puis tous les liens cliquables aussi, hein, des présentations. Ça va être plus facile comme ça. Donc, je remercie encore Marie-Ève et Amélie pour votre présence aujourd'hui, puis je vais vous souhaiter à tout le monde un bel après-midi. Merci. Merci, bonne Merci. journée. Au revoir.